Dans cette vidéo, on va aborder ensemble les 10 étapes qu'il faut suivre pour acheter n'importe quel bien immobilier. On va tout balayer de A à Z. Les recherches, les visites, la signature du compromis, les dossiers bancaires, la gestion des travaux jusqu'à la mise en location de votre bien immobilier. Et pour chacune de ces étapes, on va voir les points essentiels à retenir. Avec bientôt plus de 100 biens immobiliers dans mon portefeuille, cette vidéo se veut être un vrai guide simple et complet à la fois. Elle a pour objectif notamment que vous ne répétiez pas les mêmes erreurs que j'ai déjà faites. Et on va même voir ensemble comment sortir d'un deal immobilier en cas de complication sans que cela vous coûte le moindre centime. Allez, c'est parti! La première étape dans le cadre d'un projet d'achat immobilier, et ici encore une fois on parle d'un projet locatif d'investissement, mais c'est exactement les mêmes étapes pour votre résidence principale si vous êtes en train de chercher une maison ou un appartement. Dans tous les cas, vous serez obligé de débuter par ce qu'on appelle la phase numéro 1, l'étape de recherche. À cette étape, l'objectif va être de trouver votre futur projet, et c'est cette étape-là qui peut prendre de quelques semaines à quelques mois, en fonction notamment de votre compétence à trouver ce que vous cherchez, mais également du marché et de ce qui se passe dans votre secteur. Retenez 5 points essentiels à cette étape. Point numéro 1, restez mathématique. Surtout dans le cadre d'un investissement immobilier, ce sont les chiffres qui parlent. Quel est le prix au mètre carré du secteur que vous pouvez facilement trouver sur le site meilleuragent.com? Quel est le prix au mètre carré de l'annonce que vous avez sous les yeux? Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce que votre bien est du coup surévalué ou sous-évalué en fonction de cet index? Est-ce qu'il y a une demande locative dans la zone? Est-ce qu'il y a beaucoup d'appartements à louer ou au contraire pas du tout? Quel est le pourcentage de foyers qui sont propriétaires de leur résidence principale? Le pourcentage de locataires? Toutes ces infos là vous allez les trouver aisément sur internet, notamment sur le site de l'INSEE, et c'est vraiment ces datas là qui doivent vous orienter dans le cadre d'un achat immobilier locatif. Deuxième essentiel, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est clairement ce qui va donner la valeur à votre bien, au-delà évidemment du loyer que vous allez générer, qui a une valeur en termes d'investissement. C'est à quel endroit il est situé. Et si vous voulez être sûr d'avoir une sécurité dans votre portefeuille, je vous conseille de toujours soigneusement sélectionner la localité de votre investissement et de toujours vous mettre dans la situation où il est probable que d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, vous ayez besoin de revendre. Et dans ce cas-là, il faut que vous ayez anticipé les évolutions du quartier, de la ville, et pour ça, la meilleure façon de le faire, c'est de sélectionner un bon emplacement. Troisième essentiel, allez chercher dans le off-market. Vous ne le saviez peut-être pas, mais dans une ville, quand vous avez des biens immobiliers à vendre qui sont sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur Paru Vendu, en réalité, il y en a beaucoup plus que ça qui sont disponibles à l'achat. Ces biens-là, ils n'arrivent jamais sur Le Bon Coin, ils n'arrivent même jamais dans les agences immobilières, et c'est ce qu'on appelle les biens off-market que tous les investisseurs et les marchands de biens professionnels se bataillent. Ce sont des biens qui sont issus d'une succession ou d'un vendeur qui est pressé de vendre, ou à minima d'un bien atypique ou un petit peu exceptionnel, et quand il arrive dans les oreilles d'un notaire, d'un agent immobilier, d'un diagnostiqueur immobilier, et bien en général, il réserve soigneusement ce bien-là pour des investisseurs un peu sérieux et secrets. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a que le réseautage qui vous permettra d'accéder au marché du off-market. Et je vous conseille pour ça d'être tout simplement gentil et humain. Quand vous allez faire une visite, n'hésitez pas à inviter l'agent immobilier, à boire un café, discuter avec lui. Demandez-lui s'il a en ce moment des deals en cours. Et intéressez-vous au-delà de l'agent immobilier à l'humain qui se trouve derrière. Pour ma part, un investisseur à succès, c'est avant tout une personne qui a su créer des liens amicaux, durables avec ses partenaires et se créer un bel écosystème autour de lui. Quatrième essentiel, faire des visites. Le meilleur moyen de savoir ce que vous voulez, de savoir ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien en termes d'investissement immobilier, c'est de faire des visites et des visites et des visites. À minima, pour vous donner un exemple concret, aujourd'hui quand j'achète un bien immobilier, j'ai en moyenne visité entre 15 et 30 biens immobiliers avant de trouver le bon, ou à minima avant d'avoir une offre qui a été acceptée. Il n'y a qu'en faisant des visites que vous pourrez vous faire la main, cette gymnastique cérébrale par rapport aux travaux, par rapport à la location, les points forts et les points faibles du bien immobilier et évidemment le bagou qui va avec. Donc vraiment l'essentiel, peut-être le plus important de cette première étape, faites des visites. Cinquième essentiel, n'hésitez pas à être insolent. Et ce que j'entends par insolent, c'est de ne pas hésiter à dire ce que vous pensez véritablement du bien qui est en face de vous. Et si vous froissez un vendeur parce que vous estimez que vous êtes prêt à y aller à 200 000 euros alors que lui il en veut 300 000, eh bien ce n'est absolument pas grave, l'affaire ne sera pas pour vous, ne sera pas pour lui également, et vous passez tranquillement à autre chose. Dites-vous que de passer à côté d'une visite, de passer à côté d'un bien, ce n'est absolument pas grave. Il y en a des centaines à vendre dans votre secteur,
vendeur. Et c'est encore une fois en faisant des visites que vous allez trouver le bien qui vous correspond. Étape numéro 2 et 3, les visites et le montage du business plan. Pour ces deux étapes qui sont un peu reliées en fin de compte, puisque c'est à partir de la visite que vous allez commencer à projeter ce que vous pouvez faire dans ce fameux appartement, ou dans cette maison, ou dans cet immeuble, dont l'objectif derrière, pourquoi pas d'y habiter, ou pour ce qui est le cas de cette chaîne YouTube, d'investir votre argent afin de le louer ou de le revendre plus cher dans le cadre d'un achat-revente. Et j'aurai 7 essentiels à vous conseiller pour ces deux étapes. Essentiel numéro 1, poser des questions. Pendant la visite, il faut absolument que vous osiez poser des questions. Pourquoi est-ce que le vendeur veut vendre? Pourquoi est-ce qu'il veut vendre à tel prix? A-t-il fait faire une estimation? Est-ce qu'il a déjà les diagnostics? A-t-il déjà des touches? A-t-il beaucoup de visites? Toutes ces questions-là sont hyper essentielles et vraiment, je peux vous le dire, elles ne sont en aucun cas tabous auprès du vendeur. Mais ce sont par contre une mine d'informations absolument énorme pour vous, notamment dans votre stratégie de négociation, mais également dans ce que vous allez pouvoir faire à l'intérieur de l'appartement. En général, le vendeur, il sait très bien si un appartement peut se diviser en deux ou pas. Il sait très bien s'il correspond à une colocation ou pas. Probablement parce qu'il l'a déjà loué par le passé ou à minima, il y a déjà habité. Deuxième essentiel, comprenez le vendeur et sympathisez avec lui. L'investissement immobilier, à l'inverse par exemple de l'investissement sur les marchés financiers, c'est avant tout un investissement d'humain à humain. Et un des meilleurs conseils que je peux vous donner de mon expérience, c'est de créer encore une fois des relations humaines avec les gens, que ce soit des acheteurs, des vendeurs ou même des locataires. Dites-vous bien qu'un vendeur avec lequel vous avez sympathisé, avec lequel vous avez un bon contact et une bonne connexion qui s'est créée, sera beaucoup plus enclin à accepter une négociation plus importante ou à minima des conditions un petit peu plus attrayantes pour vous dans le cadre d'une vente. Discuter avec lui, ça vous permettra également de comprendre pourquoi est-ce qu'il veut vendre, quelles sont ses attentes et par exemple est-ce qu'il a des délais à tenir s'il souhaite s'acheter une maison dans le sud de la France et qu'il a besoin de cet argent pour acheter sa maison. Tout ça encore une fois sont des billets essentiels dans votre stratégie de négociation et pour les recueillir, il suffit de poser des questions. Troisième essentiel, pensez à regarder méthodiquement chaque poste de dépense. Le sol, les plafonds, les huisseries, l'électricité, la plomberie, tous ces postes-là doivent être épluchés dans le cadre d'une visite et au début, évidemment, vous allez en oublier, mais au fur et à mesure de vos visites, pensez bien à vous faire une petite checklist dans votre tête, vous pouvez même prendre un post-it si vous le souhaitez, dans le but de vérifier tous ces postes de dépenses pour ne pas avoir de surprise et évaluer le plus rapidement et efficacement possible quels vont être les coûts pour remettre en état ou rénover cet appartement. Quatrième essentiel, anticiper au maximum. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller faire une visite immobilière si vous ne savez pas d'ores et déjà à quel prix vous seriez prêt à acheter cet appartement. Je vous conseille à titre personnel de toujours définir votre prix cible au moment où vous faites l'annonce, où vous estimez grosso modo la quantité de travaux nécessaires ou peut-être aucun travaux. Quel est le prix à partir duquel si on vous propose cet appartement à X prix, vous êtes prêt à signer une offre quasiment dans la foulée. Ça jouera à la fois sur la loi de l'attraction qui amènera, je pense, le vendeur à tirer vers votre prix, mais en plus ça vous permettra de bien rester focus sur votre objectif qui est encore une fois les mathématiques. Vous n'allez pas vivre dans ce bien immobilier si c'est un investissement et la seule voie qui doit guider un investissement, ce sont bien les chiffres. Essentiel numéro 5, évaluer la pénibilité de l'opération. Évidemment, deux opérations ne sont jamais les mêmes. Il y en a certaines où il y a des démarches d'urbanisme à fournir, telles que des déclarations préalables de travaux, un permis de démolir ou même un permis de construire. Il y en a d'autres où il y a beaucoup de travaux, d'autres où il n'y a absolument pas de travaux. Et ça doit rentrer également en compte dans vos calculs. Je vais largement préférer un bien qui a 8% de rentabilité sans aucune démarche administrative qu'un bien à 10% de rentabilité mais avec nécessité de poser un permis de construire et évidemment toutes les charges financières et les risques que ça comporte. La facilité d'accès à cet investissement, c'est vraiment quelque chose qui doit être pris en compte parce qu'encore une fois ici l'idée c'est d'investir, c'est pas d'être un promoteur immobilier ni un lotisseur et de construire une maison de toutes pièces. Sixième essentiel, soyez toujours pessimiste. Dites-vous que ça va toujours coûter plus cher, que ça va prendre plus de temps et plus d'énergie que ce que vous avez prévu. Donc si vous avez estimé que l'enveloppe travaux allait être de 50 000 €, prenez toujours entre 10 et 20% de marge supplémentaire et prenez donc une enveloppe de 60 000 €. Ça vous permettra de pallier si jamais il y a des imprévus et surtout si votre opération elle est rentable en étant pessimiste, cela veut dire a priori qu'en étant réaliste, elle sera très rentable. Enfin, septième essentiel de cette étape, ne laissez aucune place au hasard. Encore une fois, j'insiste sur ce côté mathématique, mais c'est vraiment ultra important. On parle de grosses sommes quand on investit dans l'immobilier, 50 000, 100 000, 150 000, 300 000 €. Et vous ne pouvez pas vous permettre de vous dire « Oh tiens, je sais pas vraiment s'il y a besoin d'un permis de construire, mais je verrai bien au moment où j'irai voir l'urbanisme. » Non, ça les amis, c'est complètement impossible. Il faut qu'en sortant de votre visite, si vous pensez qu'une négociation est possible à votre prix cible, que vous avez une idée des travaux à effectuer, il faut absolument verrouiller a priori toutes les étapes de l'opération. Et pour ça, en réalité, encore une fois, il suffit de poser des questions. Si vous avez un doute sur les places de stationnement nécessaires
nécessaire avec la création d'un nouveau logement. Appelez tout simplement le service urbaniste de la ville et ils vous répondront en quelques minutes. Si vous ne savez pas combien coûte un permis de construire, appelez un cabinet d'architecte et vous le saurez en quelques minutes. Si vous ne savez pas quelle sera la lettre de votre diagnostic de performance énergétique après vos travaux, appelez un diagnostiqueur et il vous le dira avec un passage sur le bien. On a la chance aujourd'hui, grâce à YouTube, grâce aux livres et grâce au téléphone portable, d'avoir accès à une quantité illimitée d'informations et la seule démarche que vous avez à faire, c'est d'aller chercher cette information par vous-même. Étape numéro 4 et numéro 5, la constitution d'une offre d'achat qui vous amènera petit à petit vers un compromis de vente. Encore une fois, ces deux étapes sont reliées puisqu'à partir du moment où vous avez fait une offre d'achat et que celle-ci a été contresignée par le vendeur, il est définitivement engagé à vous vendre l'appartement que vous êtes allé visiter et cela va donc aller inexorablement vers la signature d'une promesse unilatérale de vente ou d'un compromis de vente chez le notaire. Pour ces deux étapes, j'aurai 8 essentiels à vous proposer. Essentiel numéro 1, faites toujours une offre qui convient à vos calculs. Je sais d'expérience que parfois on a envie d'acheter un bien immobilier parce qu'on l'a aimé à titre personnel et qu'on a des émotions qui nous poussent à penser que mathématiquement ça va fonctionner, même si dans les faits on n'a pas fait les calculs jusqu'au bout. Ça les amis, c'est une vraie erreur de débutant que j'ai moi le premier fait plusieurs fois avant de comprendre et je vous invite réellement à apporter un point d'intention là-dessus parce qu'une offre d'achat, un investissement doit respecter les mathématiques encore une fois. Deuxième essentiel, faites toujours votre offre d'achat en personne physique et jamais en personne morale ou en tant que professionnel. Le gros avantage quand on réalise une offre en tant que personne physique, c'est-à-dire en tant que particulier, c'est qu'on a le droit à des délais de rétractation. Et vous verrez par la suite que pour sortir d'un deal immobilier parce que finalement on n'a plus envie de le faire ou parce qu'il y a une complication qui modifie nos calculs a posteriori, eh ben on sera bien content d'avoir fait une offre en tant que particulier et de pouvoir se rétracter après la signature du compromis. Essentiel numéro 3, mettez toujours des conditions suspensives. Une condition suspensive, c'est-à-dire que vous acceptez d'acheter un bien immobilier sous condition que tel paramètre soit rempli pour que vous puissiez en toute liberté acquérir le bien. Par exemple, on peut penser à la condition suspensive d'obtention d'un crédit qui est présente sur quasi tous les compromis de vente en France, mais également la condition suspensive d'obtention d'une déclaration préalable, d'un permis de construire pour installation d'un Velux, pour changement des fenêtres, ou encore condition suspensive de vente de votre résidence principale pour pouvoir acheter celle d'après. Dites-vous que toute condition suspensive peut s'entendre et n'hésitez pas d'ailleurs à poser la question à votre notaire si vous en avez par rapport à ça. C'est une des manières également de sortir d'un bien immobilier et verrouiller toujours au maximum toutes les conditions dont vous avez besoin et n'hésitez pas à les mettre dans votre offre. C'est ce qui permettra de vous sécuriser un peu comme un baudrier quand on fait de l'escalade et c'est beaucoup plus confortable quand on fait un deal immobilier. Essentiel numéro 4, pensez à justifier votre prix. Un être humain est quasi prêt à accepter n'importe quoi, à condition qu'on lui donne une raison valable de le faire. De dire sur un appartement affiché à 200 000 euros, bah monsieur le propriétaire, je vous le prends à 100 000 euros, et parce que c'est comme ça, bah évidemment c'est une offre qui passera jamais. Il faut absolument que vous justifiez le fait que vous fassiez baisser le prix de l'appartement ou du bien immobilier que vous avez visité, à l'aide pourquoi pas de la quantité de travaux, des huisseries à changer qui coûtent très cher en ce moment, de la vétusté des parties communes, de la taxe foncière qui est un petit peu élevée. Bref, vous l'avez compris, il faut que vous donniez une raison au vendeur d'accepter de baisser votre prix. Évidemment, si vous pouvez rajouter une raison qui est émotionnelle, c'est encore mieux, puisque rappelez-vous qu'il s'agit d'une histoire d'humain avec des humains et qu'on fonctionne généralement plutôt facilement avec nos émotions qu'avec notre cerveau. Cinquième essentiel, sur une offre d'achat, pensez à toujours mettre une date butoir. C'est arrivé à un ami il n'y a pas si longtemps qui avait fait une offre d'achat sans date butoir, qui n'a pas eu de nouvelles du vendeur pendant plus d'un mois et qui au bout d'un mois a gentiment reçu un petit email avec une offre contresignée indiquant que le vendeur était ok pour vendre à son prix. Sauf qu'évidemment, un mois s'est écoulé, il a fait d'autres visites, d'autres offres qui se sont également bien passées et il se retrouve entre guillemets un peu contraint d'aller jusqu'au compromis de vente parce qu'il n'avait pas mis de date butoir sur son offre d'achat. D'autant plus, pensez au caractère d'urgence. Si vous suivez des chaînes YouTube sur le domaine du e-commerce, du marketing digital, vous savez que le critère d'urgence, le fait qu'il y ait une date butoir, ça pousse encore plus rapidement à la vente et l'immobilier ne fait pas exception à cette règle. Essentiel numéro 6, demandez toujours la contre-signature de votre offre. Une offre qui a été envoyée, qui est acceptée de manière orale au téléphone ou au détour d'une bière dans un bistrot, ça n'a aucune valeur juridique. Et évidemment, quand on est sur des pépites, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas la seule personne à avoir fait une offre et à vouloir acquérir le bien que vous avez visité. Afin de bloquer un vendeur et donc de l'engager à signer avec vous et à minima de discuter des conditions, il faut que vous ayez une offre contre-signée de la part du vendeur. C'est le seul document juridique qui vous permettra de verrouiller
verrouiller votre acquisition. Et d'ailleurs, la plupart des notaires vous demanderont ce papier avant de pouvoir rédiger le compromis. Essentiel numéro 7, préparez le compromis avec votre notaire. Même si effectivement la rédaction d'un compromis de vente ou d'une PUV, une promesse unilatérale de vente, est plutôt, on va dire, le métier du notaire, je vous conseille à titre personnel de relire ce compromis de vente, voire même de faire une réunion avec votre notaire afin de vérifier que tout est en place, que toutes les conditions ont été mentionnées à l'intérieur de ce compromis et qu'il n'y aura pas de discussion sans queue ni tête le jour de la signature avec le vendeur. C'est un investissement en termes de temps, parce qu'en général les notaires sont plutôt des personnes très prises, mais vraiment je pense que ça en vaut la peine et je vous invite en tout cas à utiliser cet essentiel. Essentiel numéro 8, anticipez vos délais. Lors de la signature d'un compromis de vente, on vous demandera sous quel délai vous êtes capable d'obtenir des offres d'achat et également sous quel délai vous pensez pouvoir signer l'acte authentique de vente. Et à ce moment-là, évidemment, si vous êtes un investisseur immobilier et que vous n'avez pas encore entamé vos démarches bancaires, je vous conseille de négocier les délais les plus longs possibles, qui en général peuvent aller de 2 à 4 mois dans le meilleur des cas. Cette notion, elle doit se réfléchir en fonction des partenariats bancaires que vous avez peut-être déjà, si vous avez déjà investi, et bien évidemment en fonction des conditions suspensives urbanistiques. Si vous avez une déclaration préalable de travaux à poser, prenez au moins 1 mois pour la déposer, puis ensuite 1 mois d'instruction, et enfin 3 mois de recours, comme vous l'apprendrez dans d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Le notaire, il sait quels sont les délais en termes d'humanisme dans la ville dans laquelle vous allez signer, et je vous conseille encore une fois de lui poser la question et d'établir des délais en fonction de son avis. Une fois que vous avez signé le compromis de vente, vous avez une porte de sortie qui est l'indicateur rouge sur notre schéma, parce qu'en tant que particulier, après la signature d'un compromis de vente, vous avez 10 jours de rétractation possible pour sortir de l'opération sans avoir à vous justifier de quelconque élément. D'où l'intérêt, vous le comprenez maintenant, de toujours faire une offre en tant que personne physique et non pas une personne morale, une société qui elle n'aurait pas le droit à ce délai de rétractation. Après la signature du compromis de vente, de concert, vous allez entamer 2 choses. Premièrement, les démarches urbanistiques si jamais vous en avez à poser, et également le dossier bancaire que vous allez déposer dans votre banque. C'est donc les étapes 6 et 7 d'un achat immobilier, la constitution du dossier bancaire qui amène au bout d'un moment aux offres de prêt. Dites-vous que le timing général qui va se passer dans une banque, c'est qu'au moment où vous allez déposer vos dossiers, on va vous demander tout un tas de pièces justificatives sur vos revenus, vos déclarations d'impôts, sur le bien, est-ce qu'il est loué, pas loué. Et cette période de réception des pièces, elle peut prendre entre 10 jours et 1 mois pour les banquiers les moins efficaces. Par la suite, le banquier, soit il a l'autorité pour choisir s'il vous prête de l'argent, ce qui sera d'ailleurs en général pas le cas, ou alors il va en référer à son supérieur qui est à minima le directeur de la banque, et même parfois des commissions régionales ou interrégionales de certaines banques telles que BNP Paribas ou la Société Générale par exemple. Pour ces 2 étapes, j'aurai 7 essentiels à vous conseiller. Essentiel numéro 1, pitchez vous-même votre dossier. Je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même dans le cadre d'un dossier de financement, parce que c'est nous qui avons visité, c'est nous qui avons imaginé le projet, et c'est nous qui savons combien on gagne, est-ce qu'on a de l'épargne, pas d'épargne. Le courtier en crédit immobilier est une bonne chose, mais uniquement si vous n'avez pas du tout le temps de vous en occuper, ou si vous n'avez pas accès à un contact privilégié avec votre banquier. Pour ma part, je pitche toujours moi-même mes dossiers de financement, et jusqu'à maintenant ça s'est toujours bien passé, et d'ailleurs la seule fois de ma vie où je suis passé par un courtier, c'est la seule fois où j'ai pas trouvé de financement. Étape numéro 2, faites un business plan du futur. Et quand je dis futur, je parle à la fois au sens figuré du terme, parce qu'il faut que ça claque, il faut que ça en donne, il faut que ce soit impressionnant, et également au sens littéral du terme, parce que le banquier, il va falloir savoir dans 5 ans qu'est-ce qui va se passer, dans 10 ans qu'est-ce qui va se passer, et même dans 15 ans. Et pour ça, il faut que vous anticipiez véritablement les loyers que vous allez encaisser, à qui vous allez louer, combien vont vous coûter les travaux, et votre dossier bancaire, il doit être le plus complet possible. Et il faut qu'il y ait toutes les pièces à l'intérieur dès le début pour pouvoir aller le plus rapidement possible sur cette étape. Essentiel numéro 3, mettez-vous à la place de votre banquier. Imaginez que vous êtes banquier, que c'est vous qui devez prêter de l'argent à quelqu'un, et donc du coup sur quels critères vous décideriez de lui donner de l'argent ou de ne pas lui donner de l'argent. C'est souvent quelque chose qu'on oublie quand on fait un dossier bancaire, parce qu'on n'a pas l'habitude de se mettre dans le cas inverse, mais je peux vous garantir que ça vous apportera énormément d'éléments d'avoir anticipé à l'avance ce que le banquier allait demander. Et grosso modo, le banquier, c'est un gestionnaire du risque. Il va estimer la rentabilité que vous allez avoir dans votre bien immobilier, que évidemment vous aurez calculé et mis à l'intérieur de votre dossier, et également la gestion du risque. Si jamais demain vous avez un locataire qui ne paye pas, est-ce que vous êtes en capacité d'avoir les reins assez solides pour pouvoir payer votre crédit? Essentiel numéro 4, pour ce qui est de l'urbanisme, faites-vous accompagner. Que ce soit pour détacher une parcelle de terrain constructible sur un terrain bâti, pour déposer une déclaration préalable de travaux, pour faire office de maître d'œuvre, déposer un permis de construire, je vous conseille de toujours passer
passer par un professionnel du secteur. Que ce soit un dessinateur, un architecte ou un géomètre expert, pensez que ce travail urbanistique, déjà, il prend du temps, il est technique et c'est un vrai métier. Votre rôle à vous en tant qu'investisseur, c'est de trouver des pépites et d'être le coordinateur d'un projet global. C'est pas de savoir faire des plans 3D, même si ça peut être une bonne corde à votre arc, et c'est en tout cas pas ce que je vous conseille pour vos premiers projets. Accéder à un professionnel vous coûtera un petit peu d'argent, mais je peux vous garantir qu'au résultat final, en faisant tous les calculs, vous serez largement gagnant. Essentiel numéro 5, déposez toujours 2 dossiers dans 2 banques différentes. C'est d'ailleurs en général une des conditions qu'on vous demandera de remplir pour justifier de votre condition suspensive d'obtention de prêt. Et pour pouvoir dire désolé monsieur le vendeur, mais j'ai pas eu mon prêt, il faudra que vous ayez justifié de 2 dépôts dans 2 établissements bancaires différents. Vous avez même en général une date afin de déposer ces 2 dossiers et on dit en général 45 jours après la date de la signature. C'est pour ça que je vous invite même à constituer votre dossier avant même la signature du compromis et de le déposer le plus rapidement possible par la suite. Et j'insiste ici, même si vous savez à 100% que votre banque elle va vous suivre, je vous conseille malgré tout de déposer un dossier dans une autre banque pour à minima en cas de complication pouvoir justifier de vos 2 refus. Essentiel numéro 6, ne négociez pas trop avec le banquier. L'objectif c'est de faire le deal et le taux d'intérêt vous apprendrez au fur et à mesure que vous éplucherez les vidéos de cette chaîne qu'en réalité avec le bon montage fiscal ça a pas vraiment d'importance puisque le taux d'intérêt c'est une charge déductible sauf que vous voulez acheter pour votre résidence principale. Par contre avoir un beau taux d'intérêt et payer ses frais de dossier c'est clairement ce qui va faire plaisir aux banquiers et donc ne lésinez pas sur ces aspects là, surtout si vous envisagez déjà de faire un 2e, un 3e ou un 4e achat immobilier. C'est pour ma part un des éléments qui a énormément participé à ma réussite dans le domaine de l'immobilier, c'est que j'ai toujours réussi à faire énormément plaisir aux banques avec lesquelles je travaille, que ce soit en n'ayant jamais négocié un seul taux d'intérêt et en ayant même apporté un certain nombre de clients dans ces banques. Dites-vous encore une fois que le banquier c'est non seulement un gestionnaire de risque mais aussi un commercial et ce qu'il veut c'est vendre des assurances, des TPE, des leasing de voitures et tout ce qui s'ensuit. Essentiel numéro 7, pensez à votre fiscalité en amont de la signature. Achetez sous une SCI à l'impôt sur les sociétés ou une SCI à l'IR, en nom propre, meublé, pas meublé. Tout ça vont avoir des conséquences importantes non seulement sur votre dossier bancaire, mais également sur la rentabilité de votre bien immobilier. Dans certains cas, il y a beaucoup de charges déductibles et même de l'amortissement applicable à votre bien immobilier. Dans d'autres, vous n'avez pas accès à ce genre de fiscalité. C'est pour ça que je vous conseille encore une fois de vous faire accompagner par un professionnel juridique qui pourra avec vous élaborer une vraie stratégie qui vous évitera, comme c'est le cas d'un investisseur sur 2, d'être embêté avec la fiscalité après son 3e ou son 4e achat. Tout ça parce que ces notions n'ont pas été anticipées a priori du premier. Encore une fois, à cette étape, vous avez 2 portes de sortie possibles. La première, on vous refuse votre permis de construire pour raison X ou Y, où on vous demande d'apporter tout un tas de modifications qui ne sont pas possibles au vu du projet que vous avez défini. À ce moment-là, condition suspensive d'obtention d'un permis de construire n'est pas remplie et donc vous pouvez sortir du deal sans le moindre centime. Et enfin, 3e porte de sortie possible dans le cadre d'un achat immobilier si vous justifiez de 2 refus de prêt. Et c'est d'ailleurs une stratégie utilisée par beaucoup de marchands de biens. Ils font des offres sous condition d'obtention de crédit. Ils vont ensuite sur le deal le plus rentable à condition qu'ils aient eu. Ils vont ensuite sur le deal le plus rentable et obtiennent 2 refus de prêt facilement sur celui sur lequel ils ne veulent pas aller. Étape numéro 8, la signature de l'acte authentique. C'est le jour J où on va vous remettre les clés de votre appartement et où vous allez enfin devenir un propriétaire immobilier. Et j'aurai 3 essentiels pour vous à cette étape. Numéro 1, préparez l'acte avec votre notaire. Encore une fois, c'est comme le compromis, un acte d'achat, ça se prépare et ça s'anticipe. Vérifiez que tout est au clair, que toutes les conditions ont été remplies et tout simplement que vous êtes fin prêt à acheter ce bien immobilier. Essentiel numéro 2, pensez à assurer votre bien. Quand on n'a jamais investi, on le sait pas, mais quand on est propriétaire d'un bien immobilier, même s'il n'y a personne à l'intérieur, on se doit d'avoir ce qu'on appelle une assurance PNO, propriétaire non occupant. C'est d'ailleurs un papier essentiel que vous demandera le notaire le jour de la réitération et il est donc super important de faire assurer votre bien avant même la signature de l'acte définitif. Et enfin, 3e essentiel, pensez à prévenir les locataires s'ils sont déjà en place. C'est une marque de politesse et ça vous permettra de tout de suite commencer d'un bon pied avec vos futurs locataires. Si vous achetez un bien qui est déjà loué ou partiellement loué, allez tout simplement vous présenter, donner les nouvelles coordonnées bancaires pour les loyers et simplement, encore une fois, faire du relationnel d'humain à humain. Étape numéro 9 et 10, la partie travaux et la mise en location. On arrive à la fin de votre projet immobilier. Vous êtes devenu propriétaire, tout ça en ayant rempli certaines conditions, notamment d'avoir l'argent qui vient d'une banque, peut-être d'obtenir un permis de construire pour réaliser des travaux, et il est possible bien évidemment que vous n'ayez aucun
travaux. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de travaux que ce n'est pas une bonne affaire. En tout cas, pour ces deux étapes, j'aurai 6 essentiels à vous partager. Essentiel numéro 1, pour vos travaux, prenez toujours des artisans qualifiés avec une décennale. Une garantie décennale, c'est quoi? C'est une assurance auquel l'artisan cotise chaque année, qui lui permet d'être couvert sur ses travaux pendant 10 ans, d'où le terme décennale. Et sachez d'ailleurs que pour certains travaux, on sera sur une assurance biennale, pour donc une durée de 2 ans. Si jamais un jour, dans les 10 ans à venir, vous souhaitez revendre votre bien immobilier, l'acquéreur à qui vous communiquerez que vous avez fait les travaux vous demandera évidemment les garanties décennales de vos artisans, puisque c'est ce qui permet de garantir les vices cachés et les malfaçons pendant une durée déterminée. Or, si vous avez décidé de payer des artisans au black en espèces, ou que vous avez pris des artisans très peu chers parce qu'ils n'ont aucune garantie, et ben vous l'aurez dans l'os et vous serez bien bloqué en cas de pépin. Essentiel numéro 2, passez sur votre chantier au moins une fois par semaine. Si jamais vous n'avez pas pris d'architecte ou de maître d'œuvre, par définition, le chef du chantier, c'est vous. Et à ce titre, il faut que vous montriez non seulement que vous êtes présent, que vous vérifiez ce qui est en train d'être fait, parce que quand on s'y connaît peu en travaux, c'est très facile de se faire avoir. Alors évidemment, vous aurez établi un lien de confiance avec les artisans, et ils n'ont aucun intérêt à faire les choses pas correctement. Mais parfois, vous savez, la fainéantise, ça peut aller très vite. Et c'est pour ça que je vous conseille de passer régulièrement sur votre chantier afin de vérifier que tout est en ordre, que les artisans n'ont besoin de rien. C'est l'occasion de venir avec un joli café et des croissants, et ça permet de discuter encore une fois et de faire du relationnel. Essentiel numéro 3, choisissez votre méthode de gestion. Il y a deux manières de gérer un chantier en fonction de l'expérience et des coûts que vous allez viser. La première, c'est de faire des devis par des artisans en leur disant de tout compter, la main d'œuvre et la fourniture. C'est ce que j'appelle la méthode 100% déléguée. Vous n'aurez rien à faire, pas besoin d'aller à Bricoman pour chercher la fourniture, pas besoin de faire les devis fourniture, ni de vous adapter si jamais il manque des vis pour poser les rails et le placo. C'est la méthode qui sera un petit peu plus coûteuse évidemment, puisque l'artisan va acheter la fourniture et la revendre en faisant une marge sur le chantier. La deuxième méthode est ce que j'appelle la méthode semi-déléguée. Vous allez dans ce cas-là acheter votre propre fourniture pour tout ce qui a trait aux éléments du second œuvre, placo, peinture, sol, sauf la partie électricité et plomberie. Pourquoi? Parce que si demain vous avez un tableau électrique qui prend feu, et que l'immeuble prend feu et que tout se passe mal dans votre investissement, si vous avez vous-même acheté le tableau électrique, vous ne serez pas couvert par la garantie décennale de l'électricien qui l'a posé, puisque son assurance dira que c'est pas l'électricien qui a mal posé le tableau, mais bien le tableau qui était défaillant, et vous invitera donc à vous retourner vers Bricoman ou Castorama. Et autant vous dire que dans ce cas-là, vous n'allez pas récupérer votre argent avant un bon moment. C'est pour ça que pour tout ce qui est sanitaire et électricité, je vous conseille de laisser les artisans facturer eux-mêmes la fourniture. Évidemment, ça vous coûtera un petit peu plus cher, mais vous serez couvert en termes de garantie et de décennale, et ce sera beaucoup plus confortable pour vous. Essentiel numéro 4, payez toujours les artisans de manière fractionnée. À titre personnel, je vous conseille de payer 30% à l'ouverture du chantier, 30% au milieu du chantier et 40% de la facture à la clôture de chantier, où vous ferez même un PV de réception de chantier. C'est-à-dire une réunion où vous allez faire le tour de tout ce qui a été fait, tester tous les robinets, vérifier toutes les peintures, bref, vérifier que tout le travail que vous avez payé a bien été effectué et effectué correctement. Pour cette étape-là, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous faire aider d'un ami qui a déjà fait ce travail, qui travaille dans le bâtiment, ou d'un architecte si vous le souhaitez, que vous pouvez payer à la prestation afin de simplement effectuer cette démarche. Essentiel numéro 5, choisissez intelligemment vos prestations. Si demain vous voulez acheter un appartement 3 pièces, dans l'objectif par exemple de faire une colocation parce que vous êtes dans une ville étudiante et que vous vous dites qu'un 3 pièces avec pas mal d'attraits, un joli balcon, une terrasse, ça va se louer comme des petits pains à des étudiants. À ce moment-là, allez acheter une cuisine chez Schmitt, et j'ai rien contre la marque Schmitt, mais ça n'a aucune espèce d'utilité. Vous allez la payer beaucoup plus cher que chez Castorama ou en grande distribution, pour que au final, parce que étudiant, parce que soirée, parce que alcool qui va tomber dessus, et ben la cuisine elle va se dégrader. Pour faire de l'investissement immobilier locatif, je vous conseille d'utiliser des produits low cost ou milieu de gamme. Dans tous les cas, il va y avoir du turnover dans votre appartement, et dans tous les cas, il va se dégrader. Et ça n'a pour moi aucun sens d'aller mettre qu'une cuisine que même votre locataire, s'il achetait son appartement, ne pourrait pas se payer. Et ça, c'est vraiment une règle que vous devez garder à l'esprit. Posez-vous la question, est-ce que la personne à qui je vais louer ce logement serait capable de se payer ce genre de cuisine si elle devenait propriétaire? Dans la grande majorité des cas, vous verrez que vous vous orienterez vers du milieu de gamme parce que le rapport qualité-prix est imbattable. Essentiel numéro 6, louer au bon prix avec le bon bail à la bonne cible. C'est un raisonnement que j'aurais même pu mettre dans l'étape numéro 1 ici à l'étape de recherche. Au moment où vous allez visiter, il faut déjà que vous sachiez le type de client que vous allez avoir derrière. Parce qu'en tant qu'investisseur, un locataire
locataire, c'est un client. Et est-ce que vous avez déjà connu une boîte qui construit un produit avant de connaître les clients à qui elle va le vendre? Eh bien non, ça ne marchera jamais. Si jamais vous faites de la colocation, par définition, vous aurez sûrement affaire à des étudiants. Et donc posez-vous la question, un étudiant, de quoi il a besoin dans son appartement? Et les besoins sont différents d'une personne âgée, différents d'un couple avec un enfant en bas âge, ou d'une femme célibataire avec 2 enfants à charge. Et ça, évidemment, c'est des choses à anticiper, même si certains besoins vont se recroiser, évidemment. Il est malgré tout essentiel de réfléchir à cette cible, d'établir ensuite le bon bail, du meublé, du pas meublé, de l'étudiant, de la coloc, du bail mobilité, en fonction de la stratégie que vous souhaitez adopter, et de faire concorder tout ça dans une stratégie cohérente et réfléchie. On vient de voir ensemble donc les 10 étapes d'un achat immobilier qui, encore une fois, j'incite, sont toujours les mêmes, quel que soit votre projet, que vous souhaitiez habiter dans ce bien immobilier ou l'acheter pour le louer ou même le revendre. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a une étape qui vous paraît un peu plus obscure ou si vous souhaiteriez tout simplement que je vous fasse une vidéo complète dédiée à ce sujet. Utilisez en tout cas cette trame comme ligne de conduite, peu importe votre achat, et vous verrez que dans 100% des cas, tout se passera bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Tim, ciao.